Je vais commencer donc maintenant. Merci à tous d'être là. L'idée, c'est de vous faire une mini introduction sur Maestro, pourquoi on fait ces webinars, pourquoi vous êtes là réunis aujourd'hui, et ensuite laisser la parole à Olivier. Alors, l'idée, c'est que Maestro, c'est quoi? Maestro, en fait, c'est un bootcamp dédié au product management qui a pour objectif, en fait, de former des product managers. On a lancé ça en se disant que en fait, c'est un métier qui est extrêmement demandé. On a de plus en plus de gens autour de nous, dans toutes les startups avec lesquelles j'ai eu l'habitude de travailler, et même dans les grands groupes, qui nous demandent des product managers, des product owners, des gens qui savent exactement ce que c'est que le mode produit et comment on y travaille. Et du coup, on a créé un bootcamp qui est 7 semaines en temps plein. Il y a 5 semaines vraiment en temps plein, 10 rue de Charonne. Ça commence le 1er juin. On va faire une première promo de 15 personnes dans un grand endroit où chacun serait séparé avec les masques, etc. Ça marchera. Il y a 2 semaines en remote pour pratique et aide aux entretiens, etc. Et à la fin, on fait passer aussi à ceux qui veulent une certification qui leur permet un peu d'obtenir un Graal encore plus pour le CV. Donc voilà, c'est vraiment un bootcamp, c'est du temps plein. L'idée, c'est vraiment de se former par la pratique et non par la théorie. Effectivement, sur le produit, on peut lire, on peut aller voir plein de choses, mais il y a un moment, si vraiment on veut acquérir les savoirs, eh ben, il faut les mettre en pratique. Je pense que vous le savez tous. Donc, à quoi ça sert de faire Maestro? C'est être attractif et être embauché dans les meilleures boîtes tech, construire des produits. Et donc, c'est vraiment l'idée de développer son portfolio produit. Ça veut dire quoi? Avoir déjà travaillé sur du produit, avoir une expérience, avoir déjà développé certains. Ça veut dire comprendre tous les ressorts du cycle produit. Et j'ai vu, Olivier, d'ailleurs, je te spoil un tout petit peu un moment dans ta présentation, mais il va vous montrer à quel point, et c'est vrai, je m'en suis rendu compte, il y a autant d'organisations produits qu'il y a de product managers et qu'il y a de boîtes. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir un bagage à la base. Ce bagage, il est très théorique, il est tous ces outils que je vous ai mis là, il est l'utilisation de ces outils, il est l'utilisation de méthodes, de frameworks. Et après, à partir du moment où on les connaît, où on sait que ça existe, on sait les utiliser, on sait choisir, on sait prendre des décisions sur, là, dans ce contexte-là, ça va me servir à rien de faire ça, donc je vais couper. Je ne veux pas faire exactement un sprint, mais je vais faire ça. Et c'est ça l'idée. Et du coup, ce qu'on comprend à partir de là, c'est qu'une chose qui est très, très importante pour n'importe quel product manager, c'est d'avoir des soft skills. C'est quoi des soft skills? C'est une capacité à communiquer, une capacité à avoir de l'empathie, une capacité à connaître des langages qui ne sont pas les nôtres, que ce soit les langages des commerciaux, les langages des développeurs, les langages des designers, et savoir à chaque fois avec la personne qui sait aligner ses langages, prendre des décisions en fonction de ça et aligner les gens autour de ces décisions. Donc, il y a toute une partie très importante autour, évidemment, de ces soft skills. L'autre partie importante pour nous, c'est aussi évidemment le réseau. Parce que, en fait, OK, il y a beaucoup de contenu, mais on se nourrit avant tout aussi des gens et des expériences. Et c'est pour ça que pour construire ce bootcamp, on a voulu s'entourer. On s'est entouré d'Olivier. Merci d'être là d'ailleurs aujourd'hui. On s'est entouré d'autres CPO, Head of Product, Product Manager, d'entreprises assez diverses. Hein. Vous avez du Facebook, ancien Spotify, du Blablacar, du Payfit, mais aussi du WeThings, Invoxia maintenant, qui est leur produit vétérinaire. Comet, Conto. Et l'idée, vraiment, à chaque fois, ça a été de pouvoir organiser aussi ce genre de webinaire avec ce board pédagogique, mais de prendre de leur expérience pour comprendre si oui ou non on était à côté de la plaque en termes de programme, si oui ou non ça correspondait aux besoins du marché. Et donc, nous, s'entourer de telles personnes, c'est aussi permettre d'être sûr d'être très actuel avec un marché qui change beaucoup, avec des méthodes qui sont sans arrêt renouvelées et permettre de s'assurer que le réseau fonctionne parce que, évidemment, le réseau de PM est assez important. Juste avant de te laisser la parole, Olivier, je vais vous mettre dans le lien, vous inquiétez pas, les 2 liens Eventbrite, mais on a déjà 2 rendez-vous autres prévus pour ceux que ça pourrait intéresser. Le prochain, c'est mardi à 11h30 cette fois-ci. Et c'est vraiment sur la user research. D'ailleurs, Olivier, je pense que ça pourrait aussi énormément t'intéresser. C'est avec Laure Doucet. Donc, Laure Doucet, vous la connaissez sûrement pas, mais c'est très intéressant. Elle a eu plein d'expériences, notamment en UX design, en playful design aussi, quand elle avait travaillé au MIT. Mais on va surtout parler de sa dernière expérience qui était une mission assez longue, plusieurs mois, je crois, 8 mois, pour Spotify, où ils ont été revoir au cœur des équipes produits leur manière de gérer la user research, de revoir tous les personas. Et Spotify a quand même un magnifique produit qui marche très bien.
Et donc, revoir au cœur de Spotify comment eux font levier de leurs utilisateurs pour à chaque fois améliorer leurs produits, c'est assez passionnant. Et donc, c'est ce qu'on verra mardi prochain à 11h30. Et jeudi prochain, à 11h30 aussi, parce qu'on n'arrête pas les bons webinaires. Cette fois-ci, on verra avec Alexandre Takas, qui est un ancien directeur produit. Il a été chez Viadeo pendant longtemps, chez Mythic, chez l'Express aussi. Il a beaucoup bossé sur les apps mobiles de ces différents, en tant que product director de ces différentes boîtes. Et là, on reviendra un peu back to basic, à essayer de comprendre en fait que quand on est chef de projet, quand on gère des projets, ce n'est pas du tout la même chose que gérer des produits. Et c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes mindsets, c'est pas les mêmes outils. Et on reviendra aux différences fondamentales qui en fait permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus et on crée des formations comme Maestro, Bootcamp, Intense pour revoir justement ça, parce qu'il ne s'agit pas de gérer des projets, il s'agit de gérer des produits. Donc voilà, je vais arrêter de partager mon écran, je vais te laisser Olivier partager le tien. Ok, ça marche. Et surtout, je redis, vous n'hésitez pas s'il y a des questions, des choses. Moi, je vais faire très attention tout au long de la conversation à voir s'il y a des questions qu'Olivier y réponde bien. En attendant, je me mets sur mute. Je te laisse la parole, Olivier, et un grand merci à toi d'être là. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste expliqué, enfin tout le monde le sait, que tu es le head of product de Comet. Peut-être tu te présentes un petit peu au début, comme ça tout le monde sait exactement qui tu es et pourquoi tu nous parles. Carrément. Vous voyez bien l'écran et vous Ouais, m'entendez bien. parfait. Parfait. Eh ben, c'est parti. Du coup, je vais vous parler un petit peu de la façon qu'on a de faire du produit chez Comet. Du coup, moi, je suis Olivier, je suis Head of Product chez Comet depuis août de l'année dernière. Mon parcours, il est en 3 étapes pour faire très simple. J'ai commencé par du développement au tout début de ma carrière. Très vite, je suis passé sur du design en faisant plutôt du UX design et en gérant des équipes de design. Puis à un moment, j'ai commencé à faire du produit. Et ma toute dernière expérience avant de rejoindre Comet, c'était 2 ans chez Mano Mano, dans une étape de croissance assez importante où j'ai été product director. Donc j'avais une tribe, en gros, 3-4 product managers que je manageais. Et j'étais chez eux quand on est passé d'une centaine de personnes à peu près à 400 et une équipe produit qui était de 5, je crois que j'étais la 5e personne, à 25. C'est parti pour la présentation. Je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec Comet, mais je vais quand même faire une petite coupure pub pour juste expliquer ce qu'on est, comment on le fait, etc. etc. Si vous êtes sur le replay, vous pouvez avancer de 3 minutes, du coup, c'est le moment. Comet, globalement, ce qui réunit toutes les personnes chez Comet, c'est une seule mission, c'est vraiment une mission ambitieuse en plus, qui est de réinventer le monde du travail et d'aider les gens un peu à s'émanciper à travers ça. On ne dit pas que tout le monde va s'émanciper à travers le travail, on ne dit pas que tout le monde va s'émanciper en devenant freelancer, mais on croit que le freelancing, quand c'est choisi, et nous, on target globalement, on travaille avec des freelancers qui sont dans la tech, qui sont dans la data, qui sont dans ces métiers-là. Donc la plupart d'entre eux, la grande majorité, ont choisi de devenir freelancer et en plus sont des profils très disputés. Du coup, dans ce cas-là, on pense que le freelancing est un super moyen d'émancipation parce que ça a l'avantage d'être le monde du travail comme il devrait être. C'est-à-dire qu'un freelancer le fait parce qu'il a choisi de le devenir et il va pouvoir exercer sa liberté de choix très régulièrement. Il va pouvoir choisir les missions sur lesquelles il va en fonction de la stack, en fonction des valeurs qu'il a, est-ce qu'il aime l'entreprise ou pas, est-ce que le type d'équipe, le type d'équipe, etc., etc. Donc nous, on croit beaucoup à ce truc-là. Et le monde du freelancing, c'est quelque chose qui est très large et on aurait pu s'intéresser à comment les aider à trouver du logement, à faire des crédits immobiliers, on aurait pu les aider à se former, on peut les aider à trouver du travail. Comme c'est très facile de s'y perdre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chapitré la vie de la boîte. Un chapitre, c'est quoi? C'est un objectif avec une North Star métrique. On se dit, pendant un temps, on va faire que ça et on sait qu'on aura atteint la fin de ce chapitre à partir du moment où on a atteint notre métrique. Donc, ce n'est pas une durée, c'est vraiment une métrique clé à atteindre. Nous, le premier chapitre qu'on a choisi, c'est celui de fournir des missions aux freelancers, parce que c'était celui évident pour nous permettre de générer de l'argent qui nous permettrait ensuite d'attaquer les autres domaines. Et alors, comment ça marche Comet? Globalement, on a plus ou moins 7000 freelancers aujourd'hui, freelancers qu'on va vêter, qu'on va essayer de sélectionner à l'entrée avec 2 perspectives. Vérifier qu'ils sont crédibles et de l'autre côté, mieux comprendre leurs attentes.
On va faire la même chose côté client. Donc, on a aujourd'hui travaillé avec près de 1000 clients différents. Et là aussi, on sélectionne un petit peu les missions dans le but d'être sûr d'avoir très bien compris de quoi ils ont besoin, mais aussi d'être sûr que les missions sont intéressantes et vraiment pertinentes pour nos freelances. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est ce qui nous différencie de la plupart de nos concurrents, c'est qu'on va avoir un moteur de matching, un algorithme qui vient du coup proposer 3 freelances intéressants pour le besoin du client et intéressés par le besoin du client. Et c'est ça la proposition de valeur de Comet au final, et c'est des gens qu'on envoie en mission. Voilà un petit peu ce qu'on fait chez Comet. Pour faire ça, on est une boîte d'environ 55 personnes aujourd'hui, dont pas loin de la moitié qui sont en gros qui sont de la R&D. Donc on a 5-6 personnes à la data, on a une quinzaine d'ingénieurs et l'équipe produit que vous voyez devant vous avec Augustin, Darwin et Sarah, et moi du coup à la tête de cette équipe. Vous ne voyez pas de designer, c'est normal, c'est parce qu'on s'est séparé de notre designer il y a quelques mois maintenant. Et au moment où j'allais réouvrir le poste, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le Covid, ce qui fait que ça a un peu ralenti nos désirs d'investissement. Et donc pour l'instant, on travaille plutôt avec des freelances sur cette partie-là. Alors, parlons un petit peu du coup, de notre façon de travailler, etc. Et Annabelle m'a déjà un petit peu spoilé, effectivement, mais je pense que ça va surprendre personne, mais il y a autant de façons de faire de produits que de product manager, que de compagnie, etc., etc. Donc évidemment, tout ce que je vais vous dire en suivant, ça correspond vraiment à ce qu'on fait chez Comet. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément facile à copier-coller. La première raison, c'est parce que, comme tout le monde, hein, on n'a pas de science exacte, on n'a pas de la science infuse, on n'a pas plus d'indices que vous sur ce qu'il faudrait faire ou pas. La manière dont on voit notre orga produit, néanmoins, c'est comme un produit, comme un produit classique, c'est-à-dire qu'on essaie de se dire, voyons là où on a mal, où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce que c'est difficile, etc. Et mettons en place des process, des orgas, des idées en fonction de ça. Donc on essaie d'interagir sur notre méthode produit comme on ferait sur un produit classique. La deuxième raison pour laquelle ça va vachement dépendre, c'est comme je disais, des orgas produits, il y en a vraiment ça dépend énormément des humains qui sont dans la boîte, donc ça dépend des individualités, des personnalités, mais aussi de la culture de la boîte, donc ça va forcément dépendre de votre culture, et ça va aussi dépendre un peu du stage de boîte dans lequel on est. Et là, je vous ai mis un peu un découpage que j'ai bien aimé, qui est celui de Niki Sangal, vous aurez le lien dans First Round Review, où il parle un peu de ces stages de boîte. J'ai bien aimé surtout le premier, parce que je trouvais que ça marchait bien. Il appelle le premier stage d'une boîte, et notamment d'une startup, la marche du bourré. Alors la marche du bourré, je trouve que ça résume assez bien ça, c'est quand on est dans le monde un peu pré-product market fit, on n'a pas encore trouvé nos forces, globalement, une autre image qui marcherait bien, c'est prenez un plat de spaghettis, vous envoyez les spaghettis contre le mur et vous regardez qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est sticky ou pas, quoi. C'est un peu ça, quoi. En pré-product market fit, on va beaucoup itérer, on va beaucoup hésiter. Et quand on va trouver quelque chose, c'est là où on va commencer à rentrer dans une phase de product market fit. On va redoubler d'efforts sur ce qu'on a trouvé pour ensuite, si on a de la chance, avoir en fait une étape d'hypercroissance et potentiellement un plateau de scale. Et après, l'idée, ça va être de retrouver d'autres idées dans lesquelles on va repasser par ces mêmes stages. Moi, quand je suis arrivé chez Comet, donc en août de l'année dernière, on était plus ou moins par là, voire même légèrement plus à gauche. Okay, donc ça veut dire que les challenges et l'orga que je vais vous présenter, la manière de faire que je vais vous présenter répond à ces besoins-là. La première chose, le product market fit dont je viens de parler. Nous, sur le marché du freelancing, on est quand même l'outsider. On est une plus petite boîte que d'autres. Par exemple, en France, on a Malte, qui est un plus gros concurrent, mais dans le monde, on a surtout des concurrents assez massifs, assez importants, que sont, par exemple, TopTal ou Upwork. Upwork, à titre de comparaison, ça a 15 ans, là où nous, on a 3-4 ans. Et parmi nos concurrents, on a aussi, vu que nous, on est très spécialisé dans les développeurs, dans les profils tech, data, etc., on a toutes les ESN, en fait, tous les CS2I aussi, qui sont nos concurrents en concurrence directe avec nous. Comme je vous le disais, c'est des gens qui ont choisi le freelancing et donc dans la tech, donc des profils très, très, très disputés. Puisque si je prends que l'exemple des développeurs, on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de choses à développer aujourd'hui que de développeurs, mais que ce soit dans le monde du freelancing ou ailleurs. Donc en réalité, il y a un truc contre-intuitif qui se passe avec ces profils-là, c'est que ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour trouver des missions.
C'est-à-dire que du coup, le jeu, ça devient de trouver, enfin, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour que ce soit plus simple chez nous, mais en réalité, via leur réseau et tout le reste, ils vont trouver facilement du travail. Et en plus, la deuxième subtilité, c'est que ils ont tendance à travailler sur des missions plutôt longues. Nous, en moyenne, hein, la mission, alors c'était pré-Covid, je pense que ça va être un peu impacté, mais la mission moyenne d'un développeur chez nous, par exemple, c'est 7 mois et demi. Donc ça veut dire que quand vous le mettez au travail, vu que dans notre chapitre 1, on est vraiment placé sur l'idée de mettre les gens au travail, dès que vous le mettez au travail, pendant 7 mois et demi, vous n'avez plus grand-chose à lui proposer. Et si vous ratez, si ce n'est pas vous qui lui trouvez sa prochaine mission, pendant 7 mois et demi, il n'a pas besoin de vous. Donc en fait, on a forcément des choses à aller craquer, donc des sujets ultra intéressants. C'est qu'est-ce que c'est l'engagement dans un monde comme ça, quoi. Donc ça, c'était notre premier challenge. Du coup, le deuxième challenge qui découle un peu de ce premier challenge, c'était de dire, on est une toute petite équipe et on a vraiment plein de choses à expérimenter puisqu'on n'est pas loin de cette marche du bourré. Donc plein d'idées à expérimenter. On manquait un peu de contrôle sur notre cadence un peu de delivery. Et je pense, comme beaucoup de startups que j'ai pu voir aussi par le passé, il y a eu un moment où on a travaillé Scrum by the book, donc on n'a pas eu cette démarche de se dire ok, où est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qu'on met en place, etc. On a appliqué des méthodes un peu vraiment en suivant ce qu'il y avait dans le bouquin, et donc on avait un peu cramé le Scrum. Donc ça, c'était un peu l'état des lieux quand je suis arrivé, et ce qui va expliquer un petit peu ce que je vais vous dire juste après. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait en arrivant? Je me suis dit, ce qui est hyper important, c'est que j'essaie de me documenter, de regarder ce que font les leaders d'opinion, etc. Et donc, je me suis tourné vers un de mes magazines préférés, mais alors depuis hyper longtemps, pour voir un petit peu comment on pourrait changer l'orga chez Comet. Du coup, je suis tombé sur cette vignette dans Picsou Magazine qui m'a vraiment bluffé, où il y a Donald qui lui dit, mais est-ce que le product manager, finalement, ça ne serait pas le CEO du produit? Et là, Picsou qui réagit sans attendre et qui se dit, mais non, mais Donald, arrête tes conneries, je suis le seul CEO ici. Et là, je me dis, mais putain, ils sont forts chez Disney, ils avaient déjà compris que Donald racontait que des conneries, mais en plus que finalement, ouais, ok, c'était une métaphore utile, le product manager comme CEO du produit, mais ça avait ses limites. Alors, pourquoi c'est utile? C'est un peu, je pense, le sujet d'un des prochains webinars Maestro, mais je pense que les gens qui ont inventé cette métaphore, c'était dans l'idée de dire un product manager, ce n'est pas un project manager. Donc oui, il ressemble à un CEO dans le sens où il va devoir aligner les gens derrière une vision, embarquer les gens et avoir une capacité à décider de ce que doit être le produit et pas simplement à faire en sorte que le delivery fonctionne. Donc de ce point de vue-là, la métaphore fonctionne. Par contre, il y a une différence majeure, et c'est ce que nous dit Picsou, il y a une différence majeure entre un PM et un CEO, c'est qu'on n'a pas du tout d'autorité, évidemment. C'est pourquoi on a commencé à réfléchir, mais ce serait quoi une métaphore qui marche dans une boîte comme Comet? Et on est arrivé plutôt à l'idée du product manager, c'est finalement plus proche d'un investisseur. Nous, on est une boîte qui a été backée par des investisseurs, donc c'est une espèce de personne qu'on connaît, et on s'est dit, finalement, l'investisseur comme le product manager, et je suis désolé s'il y a des product managers dans l'assemblée, c'est pas un doer. Il n'est pas là pour faire tellement de trucs. Il est là pour être un vrai enabler sans autorité qui va créer un peu les conditions du succès pour l'équipe, comme un investisseur, un bon investisseur le ferait. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là, parce qu'en réalité, si on s'intéresse à ce que c'est un investisseur 2 minutes, un investisseur, c'est un mec qui dit « j'ai un fonds d'investissement, donc de l'argent, j'ai des startups qui viennent de me pitcher, et j'ai globalement plus de startups qui viennent de me pitcher que d'argent à investir. Donc, il va falloir que je choisisse en fonction de tout un tas de critères, de ce que je connais du marché, etc., et de ma thèse d'investissement. Et du coup, je vais prendre des paris en investissement sur certaines startups, mais pas toutes les startups qui sont venues me voir. Et je sais que je serai un bon investisseur si entre 4 et 10% de mes investissements réussissent et tous les autres se cassent la gueule. » Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, mais c'est exactement ça le produit. Le product manager, il a un fonds d'investissement, c'est le temps de son équipe. S'il a une squad, imaginons qu'il ait un trimestre, il a un trimestre de temps à allouer. Et du coup, la question qui vient, c'est sur quoi je l'alloue. Et lui, pareil, comme l'investisseur, il va avoir plus de gens qui viennent le pitcher, donc plus de problèmes ou d'opportunités à aller saisir que de temps pour les développer. Donc là, il va falloir aussi avoir un peu une thèse d'investissement, ce qu'on appelle communément une product vision, et du coup, prendre des paris et dire, en fait, je pense que ce problème-là, ça vaut le coup d'investir dessus.
Je vais vous détailler un petit peu ce raisonnement et ce que ça veut dire chez nous dans les slides qui suivent. La première chose, c'est que moi, ce que j'attends de mes product managers, c'est qu'ils démarrent avec un problème. Donc, problème ici, vous pouvez le remplacer avec opportunité, ça fait le taf aussi. C'est soit ils ont une opportunité ciblée, soit un problème. Et le but, c'est d'être sûr qu'on n'est pas en train d'optimiser localement et qu'on est toujours en train de s'intéresser au bon problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent beaucoup de user research. Donc là aussi, ça nous amène au prochain webinaire de Maestro, à croire que c'était écrit. Donc, il faut rechercher faire de la user research. Il faut faire de la research aussi sur son marché, comment il évolue, c'est quoi les tendances de fond, les signaux faibles, etc. Et j'attends ça de mes product managers. Je m'attends aussi à ce qu'on mappe le produit. Donc, on essaie d'avoir une cartographie un peu de tout ce qui compose notre produit et finalement, avec toute la data disponible, où est-ce qu'on a mal, où est-ce que ça ne marche pas bien, etc., etc. Et évidemment, qu'on prenne en compte la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Et de ce matériau-là, on va être capable de se dire, OK, sur quoi on devrait travailler. Et donc, du coup, chez moi, finalement, ce qu'on se dit chez Comet, c'est que presque le product devient un problème manager. C'est-à-dire que moi, je n'attends pas de mes products de me pondre des solutions incroyables. J'attends d'eux qui me articulent suffisamment bien un problème pour que l'équipe derrière puisse ne pas se perdre et travailler sur le problème le plus important à un instant T pour le business de Comet. Pour ça, quels sont les outils? C'est tout ce que je viens de citer auparavant, mais du coup, ça va se traduire dans des user journey maps, dans des flow diagrammes, etc. Ça va être aussi utiliser des outils aussi simples que le 5 pourquoi que vous devez connaître, qui est que quand vous allez parler avec vos utilisateurs ou quand même on va commencer à analyser un problème, c'est de se poser 5 fois la question pourquoi pour être sûr qu'on remonte vraiment à la racine du problème, ce qui est ultra important. De ça, ça va vous permettre de se dire, OK, j'ai commencé à articuler ce problème, je le découpe dans un problème qui est intelligible, compréhensible par tout le monde, qui est backé par de la data. Et donc maintenant, je peux travailler avec intention vis-à-vis de la vision de la boîte et de la vision du produit. Donc après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que face à cette analyse qui va se renouveler régulièrement, c'est qu'on ait des incentives qui soient les plus alignés entre la compagnie, la product vision et les OKR qu'on utilise globalement tous les 3 mois classiquement. En ce moment, vu qu'on est dans un monde très incertain, nous, on utilise des OKR à 6 semaines parce qu'on se dit que là, même ne serait-ce que prévoir à 3 mois, ça paraît très contre-intuitif. Une autre façon de voir ce topic, j'avais bien aimé, donc je l'ai mis là, cette photo, c'est un manifeste pour la pensée lente. C'est un truc dont je parle régulièrement à mon équipe, parce qu'en fait, les bénéfices, en fait, ce qu'il faut apprendre dans une startup, c'est que pour aller vite, parfois, il faut aller lentement. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est important. Il faut prendre le temps de se questionner, il faut prendre le temps d'être sûr qu'on n'est pas en train d'optimiser localement et grosso modo reconnaître qu'il y a une différence entre shipper des features et shipper de l'impact. Du coup, ça veut dire qu'on va globalement poser des questions avant d'apporter des réponses, observer avant d'évaluer, on va essayer de changer de perspective, essayer de se remettre en question, etc., etc. Donc cette idée de, OK, on prend un pas de côté, on prend un pas de recul, on analyse un peu, on a le bon problème, OK, on peut avancer. OK, ça va jusque-là? Je continue. Deuxième ingrédient qui... Ah, pardon, tu allais parler. C'est parfait. Il y avait juste des questions sur qu'est-ce que c'était qu'OKR, mais tout le monde participe et donc c'est parfait. La méthode de gestion de performance. Trop bien. Exact. Merci. Ouais. Et s'il y a d'autres questions, bon, à la fin, on pourra en reparler si jamais. Ouais, c'est OK, très cool. Donc, le deuxième ingrédient. Donc, premier ingrédient, on vient de le dire, démarrer avec le problème. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est quoi? C'est de penser en pari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Mais c'est vraiment toujours dans l'idée de l'investisseur, mais de prendre des paris. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas vraiment le choix. Je pense que une situation comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment nous rappelle très fortement une vérité qui était toujours là, mais qu'on a tendance à oublier, qui est que le monde, il est complètement random, complètement aléatoire, et que globalement, on n'a pas la plupart on n'a jamais toute l'information nécessaire pour prendre n'importe quelle décision. Donc en fait, on est dans un monde random, et donc en réalité, même quand on prend un processus de décision ultra avancé, on est en train de faire un pari. Et je pense que ça a des conséquences importantes pour la façon de penser et de faire du produit.
D'ailleurs, du coup, tout revient à prendre des paris, à prendre des décisions. Et là, je vais vous demander une minute de réfléchir à, en fait, la dernière bonne décision que vous avez prise et la dernière très mauvaise décision que vous avez prise. Essayez de vous remémorer quelle est la dernière très mauvaise décision que vous avez prise. Je fais un pari, justement. Je fais un pari que la majorité d'entre vous, quand ils pensent à la dernière très mauvaise décision qu'ils ont prise, ils ne sont pas en train de penser à une très mauvaise décision, ils sont en train de penser à une décision dont le résultat a été mauvais. Ce qui est en fait pas exactement la même chose. Et je vais prendre un exemple. Donc je vous présente Isa, c'est une amie à moi, elle m'a demandé de rester anonyme pour la présentation. Donc je ne dirai pas qu'elle est actuellement connectée et bon, sa photo, vous avez vu, elle est floutée. Isa, donc, est une product manager avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et elle a pris une décision récemment. Elle a en gros, elle travaillait dans une startup en tant que senior product manager, une startup qui n'allait pas très bien. Et du coup, elle commence à se poser la question, tiens, est-ce que je ne devrais pas changer? Est-ce que je ne devrais pas changer de boîte, etc. Donc, elle commence à regarder. Et là, elle voit une boîte qui lui plaît beaucoup, qui cherche plutôt un lead product manager, donc quelqu'un qui va gérer 3-4 personnes, une tribe, etc. Elle commence à parler avec eux, ça se passe très bien. Et là, elle se dit, putain, c'est top. Globalement, ça veut dire que je quitterai ma boîte qui ne va pas très bien, je rejoindrai une boîte qui me plaît beaucoup, je vais pouvoir progresser dans ma carrière et dans mes compétences puisque je vais faire du management pour la première fois, etc. etc. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne décision? Donc elle a décidé de démissionner pour rejoindre cette nouvelle boîte. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire le raisonnement a du sens. Euh, Franchement, oui, c'est une bonne décision. Sauf que ça s'est passé il y a quelques semaines, et là, le Covid arrive. Donc elle démissionne, le Covid arrive, et elle est censée démarrer dans une nouvelle boîte. Alors, c'était une bonne ou une mauvaise décision? Eh bien, évidemment, donc ce monde random fait qu'on voit bien que le processus de décision n'a pas changé. Donc la décision, elle est toujours aussi bonne. La qualité de la décision est toujours là. Ce qui va changer, c'est potentiellement l'outcome, le résultat de cette décision. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est il y a deux options à partir de maintenant. Soit la boîte qu'elle doit rejoindre est fortement impactée par le Covid et donc potentiellement même lui dit désolé, en fait, on ne va pas pouvoir t'accueillir. Et donc là, on n'est pas dans une. La décision n'est pour autant pas mauvaise, mais le résultat est mauvais. Ou alors, à l'inverse, la boîte n'est pas impactée si durement et ça va être un bon résultat. Alors, je vous livre le résultat. Hein. En l'occurrence, la boîte n'est pas impactée si fort. Et au contraire, ils ont prévu, ils avaient discuté pendant le recrutement de est-ce que ce serait un poste de lead product manager ou de head of product. Comme ils prévoyaient de recruter vraiment massivement, ils s'étaient dit bon, peut-être que tu vas être débordé si tu commences à avoir 10 product managers. Et donc là, comme ils prévoient de recruter plus lentement, ils lui ont dit, écoute, on veut bien te donner le poste de Head of Product, on croit beaucoup en toi et on pense que tu vas pouvoir grandir avec la situation. Et donc, en fait, on voit que la décision était bonne, parce que le processus de décision était bon et parce qu'elle a eu de la chance, en fait. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, cet exercice de pensée? Ça nous apprend qu'avoir un bon outcome, c'est en réalité la somme du processus de décision, de la qualité de décision, mais surtout une composante de chance. Et donc, quand vous faites du produit, le corollaire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il faut être humble et assumer que on n'a pas du tout la science exacte, on n'est pas notre user, on n'a pas toutes les datas, et même si on est convaincu de notre truc, c'est pas du tout sûr que ça marche, parce que même si on a le bon processus de décision, énormément de chance va jouer. Donc, en fait, quand vous faites du produit, vous prenez des paris. Okay, et donc, du coup, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en sortir? Ça veut dire d'une part que comme on ne sait pas et que c'est un monde incertain, il vaut mieux qu'on soit capable à la fois de décider rapidement et à la fois de limiter les risques et de délivrer rapidement. Parce que plus vite on pourra tester notre idée réellement dans le contexte véritable, plus vite on sera capable d'itérer et d'apprendre des choses, etc., etc. Alors, décider rapidement, globalement, un des outils que vous avez à votre disposition, c'est vous demander si la décision que vous allez prendre, si le pari produit que vous allez faire, c'est plutôt du type 1 ou type 2. Ça, c'était Bezos qui l'avait inventé, enfin qui l'avait nommé comme ça. Les décisions de type 1, c'est les décisions dites
pas facilement réversible. Donc, en fait, si vous prenez cette décision-là, c'est un truc un peu stratégique parce que ça va vous embarquer pour un moment et vous ne pouvez pas revenir en arrière facilement. Donc, ça, c'est typiquement le type de décision. Il vaut mieux démarrer petit et beaucoup se documenter avant d'y aller. Et de l'autre côté, vous avez des décisions de type 2 qui sont des décisions facilement réversibles. Donc, des décisions où, en fait, il faut presque accepter de se documenter un peu moins et d'y aller, de tester, d'apprendre et potentiellement de se planter et d'enlever le truc. Donc, quand vous allez faire des paris produits, il faut tout le temps vous poser la question dans quel type de pari je suis. Et si je suis sur un pari donc, qui nécessite peu de documentation, on peut tester, itérer vite et voir, c'est super. Et sur les types 1, du coup, c'est comment je peux le cutter, c'est quoi la plus petite chose que je peux tester et essayer de mimer finalement le même niveau de rapidité là aussi. Et bien sûr, il va falloir essayer, puisque c'est des paris et qu'on sait qu'ils ne vont pas toujours être gagnants, de exposer, donc de reconnaître le risque et de le limiter. Et là, vous avez plein d'outils. Je vais citer qu'un seul, parce que je suis un peu en retard sur le temps, qui s'appelle le pré-mortem. Je pense que tout le monde connaît l'idée du post-mortem. Vous avez un truc qui s'est mal passé, vous faites une rétro après coup, et vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs et comment ne pas reproduire ces erreurs dans le futur. Mais le pré-mortem, c'est la même chose, mais en avance. Donc, vous êtes sur votre pari produit. Moi, ce que je demande à mes équipes, c'est le plus souvent de dire, OK, prenons l'idée qu'on va le faire, et dans 6 mois, il n'y a rien qui marche comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont toutes les choses qui se sont mal passées? Et en fait, on va faire un atelier, et là, on va se dire, ah ouais, il y avait telle dépendance, ah ouais, on n'avait pas pensé à ça, et puis telle communication entre telle équipe et telle équipe n'a pas fonctionné, etc., etc. Et du coup, on va essayer de s'en prémunir par avance. Donc, premièrement, commencez avec le problème. Deuxièmement, pensez en pari. Et du coup, il est venu le temps de libérer l'investisseur qui est en vous. Ça, c'est le troisième ingrédient. Et du coup, je vous ai dit, le fonds d'investissement dont vous disposez en tant que product manager, c'est le temps de votre équipe. Donc nous, la manière dont on fonctionne, c'est que quand on décide un problème, un pari sur lequel on a envie de tester quelque chose, on va décider de combien de temps de l'équipe je suis prêt à investir dans ce problème-là pour un impact donné. C'est-à-dire que on ne va pas dire, on s'intéresse à ce problème, quelle est la solution qu'on pourrait trouver, combien de temps ça prend, ok, c'est bon. On va partir à l'inverse. On va dire, ce problème-là, si je gagne le pari, je devrais attendre telle mesure de succès. Combien de temps je pense que ça vaut de mon équipe? Et donc, du coup, la question qui va être après, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire dans ce temps? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Et donc, d'essayer de cutter après dans le fonctionnel. Donc, ça veut dire qu'à la fin, ce qu'on va obtenir, c'est un temps qui est figé à l'avance, qui ne correspond pas à une estimation, c'est vraiment un investissement dans un problème ou une opportunité, et c'est le scope qui va être variable. Donc, si jamais à un moment on commence à glisser, etc., c'est dans le scope fonctionnel qu'on est censé réduire, et on ne va pas décaler la fin du bet. Donc, autrement dit, votre pari, il est gagné si vous arrivez à atteindre la mesure de succès. Il est perdu si vous ne l'atteignez pas ou si vous n'arrivez pas à délivrer dans le temps. Si vous n'arrivez pas à délivrer dans le temps, on met de côté le bet et on passe à autre chose. Donc, on ne décale pas de 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. On s'arrête là. On évaluera plus tard via un post-mortem ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et on essaiera de voir si on a envie de nouveau d'investir dans cette chose-là ou pas. D'ailleurs, voici une des rares images de personnes de mon équipe en train de cutter dans le scope fonctionnel d'un bet. Oui, c'est assez technique, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc, encore une fois, vous investissez le temps de votre équipe sur le problème le plus impactant à un instant T pour le business de Comet. C'est ça que j'attends de vous. Et du coup, ça veut dire que vous avez priorisé les problèmes avec des techniques qui vous arrangent. Nous, on utilise globalement RICE, qui est une technique de intercom. Ça veut dire Reach, Impact, Confidence, Effort. Donc, c'est une espèce de formule qui nous donne un score et ça nous permet un petit peu de se dire, OK, ça paraît être le problème le plus intéressant. On va allouer un temps, on va investir un temps donné pour ce pari-là produit et pas plus. Donc, au pire, vous perdez le temps passé de l'équipe et au mieux, vous gagnez l'impact que vous espériez. Donc, ça veut dire que, comme tout bon investisseur, on va dire qu'on n'est pas l'investisseur de WeWork, vous n'allez pas réinvestir sans fin dans un même bet si vous n'avez pas eu de résultats qui prouvent que ça vaut le coup. Okay. Le quatrième ingrédient, ça va être de… Ouais. Je te coupe 2 minutes, Olivier, parce que sur la slide d'avant, tu as 2 questions qui sont vraiment en lien. Ok, vas-y. En termes d'outils, où est-ce que vous enregistrez les hypothèses prises dans chaque pari pour ne pas reproduire les erreurs et intégrer les facteurs externes?
Hmm. Alors, tout ce qui est pré-bet, donc plutôt le shaping du bet, l'élaboration de tiens, etc., c'est plutôt fait dans Airtable. Parce que, bon, on avait regardé plein d'outils un peu de gestion de produits, product board, product plan, tous ces trucs-là, euh, cycle et tout, mais en fait, tous ces produits, il y a souvent un parti pris dans la façon de faire du produit et tout. Ils sont très feature-based, et nous, on parle très peu de features chez Comet. Du coup, on a plutôt fait du Airtable. Ok. Et dès lors qu'on dit le bet, j'ai envie de le builder, ça va dans GitLab. Donc là, on est plutôt dans un truc de scoping plus classique. Ok. Et comment tu mappes les paris avec une roadmap à 6-12 mois? Euh, Comment tu mappes? Alors, bah, du coup, ouais, ok. Si tu as mappé un peu ton business, etc., ensuite, tu vas te dire, ok, comment je priorise ces grands problèmes ou opportunités? Et de là, en fait, à 3 mois, on aura des paris. À 6 mois ou plus, on est plutôt dans des problèmes ou des opportunités qui sont priorisées, mais sans paris associés. On n'a pas encore fait l'effort de les articuler suffisamment bien, parce que ça serait du gâchis de le faire avec 12 mois d'avance, parce qu'on peut se permettre ça, hein, parce que notre produit, c'est un outil qui est utilisé soit par nos freelances, soit par nos clients, mais il nous demande rarement, on n'est pas un SaaS, quoi. Il ne nous demande pas est-ce que vous aurez telle feature dans 18 mois, mais du coup, on communique en fait, c'est des petits cailloux et des gros cailloux, si vous connaissez cette métaphore. Donc, à 3 mois, on va avoir une roadmap à peu près de nos bêtes, pas timé d'ailleurs, mais vraiment juste un ordonnancement de dans quel ordre on veut s'intéresser à ces sujets-là. Et plus on s'éloigne, plus c'est plutôt une problématique ou une opportunité brute et pas un pari précis. Trop bien. Ok. Et que faire lorsqu'un bet a l'air d'être à 90% réalisé, mais que le temps est écoulé? Par exemple, il manque un sprint pour le tester vraiment. Ouais, je vais en parler juste après. Ok, Mais, bah parfait. mais du coup, on le met de côté. Ok, merci beaucoup. On le met de côté, sauf exception. Euh, 4, du coup, c'est le moment du build. Donc vous êtes parti d'un problème, vous avez compris qu'en fait vous preniez des paris et donc il fallait parler en paris et penser en paris et dérisquer ces paris. Vous avez compris que vous allez investir et donc la question c'est pas tiens je m'intéresse à ce problème-là, je fais un MVP et je regarde combien ça me coûte. Non, non, c'est combien je suis prêt à investir de temps de mon équipe sur ce sujet-là. Et ben maintenant il faut le construire quoi. Euh, du coup, les grands moments clés, c'est qu'on va kick-offer. Voilà, je vous fais cadeau ouais, de ce verbe. Donc, kick-offer, hein, très connu. Donc, on va faire un kick-off avec l'équipe. L'idée, c'est de brainstormer sur les potentielles solutions, etc. et de présenter à l'équipe, voilà le bet, donc voilà le problème auquel on s'attaque, voilà la mesure de succès et la target qu'on se donne, voilà le temps que j'alloue à cette problématique, moi, product. Et avec l'équipe, là, l'idée, c'est de lister, commencer à brainstormer des potentielles solutions, mais surtout lister toutes les questions en suspens, tout ce qui nécessiterait qu'on aille faire de la conception, de l'investigation, du prototypage. Ensuite, on va avoir une phase d'investigation, on va se donner 2, 3, 4, 5 jours, qui fait partie du temps du bête, dans lequel on va tester, essayer de répondre à ces questions. Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on va converger sur un scope sur lequel on s'engage et on se dit, bon, ben voilà, dans le temps qui nous reste, je pense qu'on peut arriver à sortir ça. Et c'est là où potentiellement on va se rendre compte que peut-être qu'on est incapable de faire quoi que ce soit dans le temps que le product a proposé. Et là, il peut y avoir une discussion de bah, monsieur l'investisseur, est-ce que tu es prêt à investir un tout petit peu plus? Et c'est à ce moment-là que ça se fait. Après, sur le reste du temps, comme on a fait cette étape en fait d'investigation, on n'est pas censé très rarement avoir des gros inconnus plus tard. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un scope, etc., la seule chose qui va pouvoir se passer s'il y a des mauvaises surprises, c'est qu'on va cutter dans ce scope. Et là, l'idée, ça va être de builder de manière assez classique. Là, vous avez par exemple une image qui est tirée de Miro, qui est un outil de whiteboarding, de whiteboard en ligne, dans lequel vous voyez le type de brainstorm qu'on a fait. Donc là, c'est un peu difficile, mais on a fait des dessins. Puis là, on avait listé un peu toutes les problématiques qu'on voulait tacler. Là, c'était toutes les questions et toutes les investigations qu'on allait faire, les prototypes qu'on allait faire. Et donc après, le build, en gros, il est assez classique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la phase de build, on a gardé les stand-up, donc on a gardé des choses héritées du Scrum, on a des stand-up, on a un board, on teste et on déploie le plus souvent possible, etc. Donc il y a pas mal de choses quand même qui restent vraies dans notre façon de travailler. D'ailleurs, hein, la méthode classique, je pense que tout le monde connaît, qui est la méthode agile, qui ressemble à ça.
Nous, on n'est pas fan de cette représentation et de ce format parce que la méthode agile assume à plein de moments finalement ce que je trouve être de la non-agilité, c'est-à-dire qu'elle assume qu'on peut prédire l'avenir et qu'on peut carrément faire un backlog de tout un produit, enfin, etc. Donc ça c'est un truc avec lequel on n'est pas à l'aise. Parce que nous, on pense que la méthode produit, la méthode de créative, elle est plus proche de ça, en fait. Ça, c'est un truc qui s'appelle le design squiggle, j'aime beaucoup. C'est qu'on voit très clairement que au début, on va faire un pas en arrière pour trois pas un pas en avant pour trois pas en arrière, puis on va beaucoup itérer, etc. Puis plus on va avancer, plus on va avoir une forme de compréhension et de certitude de ce qu'on est capable de faire. Et alors, bon, ça, c'est la représentation vraiment, on va dire, mouvementée de ce que c'est que le processus créatif, de création de produits, etc. Du coup, on a essayé d'aplanir un peu la courbe aussi. Et donc ça, c'est la version, on va dire, plus plane, qui vient de ShapeUp, qui est la méthode de Ben Scap, dont je me suis pas mal inspiré dans notre façon de travailler. Eux, ils parlent de la colline. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que quand tu démarres n'importe quel sujet, il y a une phase dans laquelle en fait tu n'es pas du tout sûr de ce qu'il faut faire ou de ce que tu es capable de faire ou de comment tu vas le faire. Et donc en fait l'idée c'est de progresser le plus vite possible sur un espèce de plateau de connaissances qui nous permet de dire ok là je crois que je vois bien aux alentours, je sais ce qu'on veut faire et comment, je pense qu'on a trouvé un truc qui marche bien, on sait comment le faire, on a la stratégie tech, on a la stratégie de tracking, de monitoring, enfin bref de tout ça, et maintenant il s'agit de le builder. Et donc l'idée c'est que notre méthode elle s'appuie vraiment sur cette idée-là. Donc, il y a le moment où on shape les bêtes avant d'en choisir un et de le prioriser. Donc, ça, en réalité, c'est presque une track parallèle. Et une fois qu'on kick-off, hein, vous vous souvenez, kick-offer, une fois qu'on kick-off avec l'équipe, l'idée, c'est de comprendre, lister tout ce qu'il y a à faire, de faire cette recherche et d'être le plus tôt possible ici pour ensuite pouvoir builder sereinement, quoi, avec évidemment une phase de review et de test. Donc, ça, c'est un peu la méthode qu'on applique. Donc, pour récapituler, nous, on croit beaucoup que le product manager, c'est comme un investisseur. Il investit le temps de son équipe dans des problèmes et il sait qu'il y a trop de problèmes et d'opportunités, donc il doit bien sûr les sélectionner et se dire le plus gros problème qu'on a aujourd'hui chez Comet, c'est ça. C'est là-dessus que je suis prêt à investir 2 semaines du temps de mon équipe, 3 semaines, 4 semaines, etc. Et c'est variable en fonction des problèmes et de l'impact business qu'on en espère. On essaie de le faire en se disant bah, c'est le problème le plus urgent, j'investis là-dessus et j'essaie de me rapprocher de la product vision quand même et de la company vision. Et je comprends que donc ce sont des paris et que ce n'est pas du tout une science exacte et c'est OK de se planter. Du coup, nous, on ne parle pas de thèmes, d'épiques ou de choses comme ça, on parle bien de bêtes et on a un format, on a un document qu'on remplit avant de le lancer, dans lequel on explique bien quel est le problème qu'on cherche à tacler, la mesure de succès, l'investissement, donc le temps maximal qu'on va passer dessus, et potentiellement on commence à effleurer les potentielles idées, enfin les contours de l'idée qu'on va être amené à faire. Et du coup, les temps forts, c'est ce fameux kick-off, parce que c'est important de kick-offer dans la vie. Ensuite, la convergence. Donc, on a cette phase d'investigation, puis on va se réunir de nouveau dans une réunion de convergence où on va se dire, OK, je présente toutes les réponses aux questions qu'on s'était posées préalablement. Voilà ce qu'on a compris de ce qu'on allait faire et de comment on allait le faire. Et c'est là qu'on va se commit sur les features. Et après, on va builder de manière assez classique. Ouais, du coup là ça démarre un autre sujet, donc je vois le temps que j'ai mis, donc je vous propose, on peut en parler si vous voulez dans les questions, c'était en gros Annabelle m'avait un peu demandé c'est quoi le profil idéal d'un PM, enfin c'est quoi les compétences que tu cherches et tout. Si vous êtes intéressé par ça, je ne vais pas le présenter là, on peut en parler juste après, j'ai juste mis sur ce slide une façon de représenter les compétences importantes, donc de Ravi Mehta, qui est assez proche de ce que moi il me semble est important, mais on peut en parler après si vous voulez, vous me dites. Et pour terminer, et j'arrête ce long monologue, je suis désolé, tout ce que je viens de vous présenter est très inspiré notamment de Basecamp et de ShapeUp, la méthode dont je vous ai déjà parlé. C'est d'eux que vient l'idée des bêtes, c'est d'eux que vient l'idée de cette colline, etc., et de comprendre que c'est des paris, enfin, etc., etc. C'est eux aussi qui ont cette idée de dire le temps est fixe, c'est le scope qui est variable. La différence entre ce que eux font et ce que nous faisons, c'est ils n'ont pas cette logique d'investissement. Eux, ils ont des cycles de 6 semaines fixes. Donc, ils font plutôt en sorte de
agréger des problèmes pour que ça rentre dans une période de 6 semaines et après, ça ne doit jamais dépasser les 6 semaines. Là où nous, on reconnaît qu'il y a des plus petits problèmes et des plus gros. Et donc, on est plutôt dans cette logique d'investisseur où on dit, pour chaque problème, tu décides combien de temps de ton équipe tu es prêt à passer dessus. Et donc, c'est ça un peu la différence. Et l'autre bouquin qui m'a pas mal inspiré, donc là, c'est vraiment un bouquin américain vraiment par excellence. Il fait 400 pages, mais vous pouvez lire sur Medium parce que vraiment, en réalité, ça pourrait se résumer à 50 pages facilement. Cette idée de ça veut dire quoi penser en bête et qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Olivier. Honnêtement, hyper dense et intéressant. Là, tu en as une. Et après, moi, si les gens n'ont pas, je vais juste en poser une d'abord. Vous êtes quand même le produit Comet. Il y a un produit pour les freelances, un produit pour les entreprises, en fait. C'est une plateforme qui, je suppose, ne demande pas les mêmes investissements. Votre équipe produit, elle bosse sur les deux. Et dans ces cas-là, la user research là-dedans, justement, où est-ce que dans les paris, quand est-ce que vous faites appel à chaque fois, vous faites levier de vos insights utilisateurs et où est-ce que ça rentre dans tous les schémas que tu as montrés? Yes. Ça va être plutôt dans le fameux Start with a Problem. Mais en fait, c'est deux tracks parallèles, on va dire. Là, je vous ai plutôt parlé de la track j'ai identifié un problème et comment j'arrive jusqu'au build. Mais effectivement, il y a deux tracks parallèles. Nous, en réalité, on est une marketplace, donc on a même plus de produits que ça. On a le produit freelance, on a le produit client, mais on a aussi un produit interne parce qu'on a des intervenants internes de notre équipe finance, notre équipe de sales qui, à plein de moments, sont hyper utiles. On Bien a sûr. tout un tas de bots. Enfin bref, on a toute une galaxie de produits. Mais par contre, nos trois grands types d'utilisateurs, c'est des utilisateurs internes, des freelances et des clients, et qui eux-mêmes pourraient être découpés. Les freelances, on a une communauté, on les connaît bien, donc c'est assez facile d'avoir accès à eux. Ils sont donc on a un Slack, par exemple, sur lequel il y a beaucoup de ces freelances qui interagissent quotidiennement et qui font des retours produits et qui sont OK pour faire des user tests et tout ça. Honnêtement, toute la partie user research, c'est pas encore le truc où on est le plus fort. Et c'est un truc sur lequel on voudrait travailler dans les mois qui arrivent. Mais globalement… Connecte-toi mardi à 11h30. Ouais, je sais, je pense que moi et mon équipe, on sera là. Mais clairement, alors on n'est pas fort aussi parce qu'on n'a pas choisi c'était pas, enfin, c'est pas le premier problème qu'on voulait craquer quand on a commencé à travailler ensemble. Mais en tout cas, on sait que c'est un truc sur lequel on peut clairement progresser. Donc deux tracks parallèles, comme je vous disais, nous, on a tendance à parler, donc à faire de la user research. Donc on essaie de poser quelques questions plutôt d'ensemble sur leur façon d'être freelancer, par exemple, à chaque fois qu'ils nous rejoignent, soit au sign-up, soit sur notre communauté. Ensuite, on a de la user research plus dirigée qu'on va faire au-delà de tous les feedbacks qui peuvent remonter par Slack, mais aussi par le produit. On va avoir de la user research dirigée. On va essayer sur des sujets un peu gros de faire des surveys ou des user tests ou même des user interviews. Ça, plus notre data, plus notre compréhension du marché, c'est ce qui nous permet d'avoir un vivier en gros de problématiques et d'opportunités à l'état clé. Ok, super clair, merci. Alors, il y a des questions qui ont commencé à arriver, notamment qui étaient déjà là. Si tu investis 2 semaines sur un problème, ta première solution doit être shippable en moins de 2 semaines pour prévoir une phase d'itération au cas où la solution ne marche pas, point d'autorisation. Alors, attends, refais. En Si je peux gros, dire une fois, tu dis que tu investis 2 semaines sur un problème, ça veut dire que tu dois la shipper en moins de 2 semaines parce qu'il faut prévoir un peu l'itération si ça marche pas complètement. Et du coup, tu te dis, OK, je la ship en 10 jours et les autres jours qui servent, ça va être l'itération pour vraiment qu'elle soit. Comment tu fais, tu vois? Oui, ok, d'accord. Non, il n'est pas interdit. Alors, ce que moi j'attends d'un bête, c'est que il y a deux façons de le faire. Soit on pense qu'effectivement on est capable de… Parce que du coup, c'est le temps maximal qu'on s'alloue tant qu'on n'a pas vu le résultat, hein. Mais potentiellement, donc du coup, il y a deux façons de voir le truc. Soit on se dit, franchement, dans les 10 jours, c'est jouable de faire une première version en 3 jours, de commencer à la shipper, de commencer à itérer et faire 2-3 itérations dans les 10 jours. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est rarement le cas. L'autre possibilité, c'est de se dire non, 10 jours, c'est le temps qu'il nous faut pour builder le truc qui nous paraît nécessaire à atteindre un certain objectif. Et après, ce qu'on va faire, c'est que la seule chose que je demande à mes équipes, c'est de ne pas faire 2 bêtes consécutives sur le même sujet. Parce que je veux être sûr qu'on ait eu le temps d'avoir du learning réel, puisqu'encore une fois, c'est des paris produits, donc on ne sait pas si on a raison. Si on fait 2 bêtes consécutives sur le même sujet, ce qui arrive le plus souvent, c'est que
bah, comme tous les products, quand on est tombé un peu en amour avec notre solution, on a dû cutter à un moment parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Et du coup, si tu enchaînes direct avec un bet consécutif, tu finis juste la première idée que tu avais. Alors que si tu laisses passer 2-3 semaines le temps d'avoir des premiers learnings, souvent, toi déjà, tu as dormi sur l'idée. En plus, tu as de la data supplémentaire. Et il y a bien des cas où quand tu reprends, le truc que tu as cuté 3 semaines plus tôt, c'est pas le truc que tu remets 3 semaines après parce qu'en fait, tu te rends compte que ah ben non, les mecs, le problème, il est plutôt ailleurs, quoi. Donc, Et justement, on est sur ces OK trucs avec l'itération, c'est-à-dire faire 2-3 bêtes sur un sujet, mais à condition qu'on commence à avoir du learning. ok. Et ces sujets que tu peux mettre de côté parce que c'est quasiment fini, mais pas complètement et que ça rentre pas, est-ce que tu considères que c'est accumuler une dette technique? Bah là, du coup, il n'y a pas de dette parce que tu n'as rien shippé, donc c'est vraiment sur une branche, c'est pas machin. Mais tu as une dette produit, c'est-à-dire que potentiellement, tu avais vraiment une bonne idée. L'idée, c'est plutôt de vraiment comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on va faire différemment si on reprend pour être capable de le sortir, quoi. Ok. Juste ça. C'est juste, on prend, c'est toujours cette histoire du slow thinking, c'est de prendre ce pas de recul, de se dire, c'est pas parce qu'on a passé 90% du temps sur ce bête et qu'on n'est pas loin, on pense, de la solution, que qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont on s'est organisé dans l'équipe ou que le truc va vraiment marcher ou pas. Donc ça permet, on prend juste ça comme bah, en fait, sinon c'est un jeu qui n'a pas d'enjeu. Donc en fait, pour que la notion d'engagement soit là, c'était pour ça que la règle de dire non, non, le bet, il devait sortir, on avait décidé de mettre 3 semaines de temps de l'équipe là-dessus, c'est pas sorti, c'est pas sorti. C'est exactement ce que te dirait un investisseur. Un mec qui met 10 millions dans Comet, on lui dit franchement, tu mets 10 millions dans Comet et on atteint cet objectif-là. Si tu n'en as pas fait, parce que là, en l'occurrence, ça veut dire que tu as fait 0% de l'objectif, tu as juste dit non, non, mais franchement, j'ai vachement bien préparé le truc, je t'assure, si tu remets 5 millions, j'y arrive. Bah ouais, mais non, enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Ok, intéressant. On te pose des questions aussi sur l'organisation chez Comet. Est-ce que vous fonctionnez en squad? Et je sais que Comet utilise beaucoup l'outil Bubble. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que vous utilisez, vous, en tant que PM, directement cet outil? Alors, Bubble pour. Attends, il y avait deux questions. Il y avait, est-ce que vous fonctionnez en squad et Bubble? Alors, Squad, oui. Bubble, on l'utilise beaucoup moins, pour être tout à fait honnête. Bubble, ça a été l'outil qui nous a aidé à démarrer. Donc, maintenant qu'on a une équipe d'ingénieurs, donc je vous ai dit 15 ingénieurs, 5-6 personnes à la data, etc., on a tendance à builder. Je pense que c'est quand même un truc qu'on devrait, qu'on utilisera probablement quand on ira chercher des nouveaux territoires qu'on ne connaît pas, où là, on n'a pas du tout de problématique à faire du no-code de nouveau. Par contre, dès lors qu'on est sur des trucs plus backbone de l'appli, quoi, des choses un peu dans la colonne vertébrale, on va plutôt être dans du build parce qu'on essaie de ne pas créer de la dette et puis parce que maintenant, on a une équipe et qu'on a déjà buildé pas mal de choses comme ça. Mais Bubble, pour moi, enfin, le no-code dans ce type d'orga, on le voit vraiment comme un critère d'accélération, un catalyseur sur les nouvelles idées. Et c'est une des façons de dérisquer un des paris produits parce que investir dans du Bubble, ça va quand même beaucoup plus vite, ça demande beaucoup moins de ressources, évidemment, alors Bubble ou autre, hein. Par exemple, on s'est posé la question de créer une appli mobile à un moment, on a testé avec Glide qui permet de faire des applis mobiles à partir de G-Sheet et on a fait des tests et on a un peu regardé à quoi ça pourrait ressembler, etc. Donc ça, clairement, ça peut être des façons d'aller chercher des paris produits encore mieux, quoi. Et puis on utilise évidemment du Zapier, enfin on utilise plein de choses comme ça. Et il y a une question justement sur les devs travaillent-ils sur plusieurs paris en même temps? Et si oui, comment tu maîtrises le temps exact passé sur chacun des paris? Et s'il y a un pari qui prend du retard, est-ce que ça peut pas avoir un impact sur les autres, etc. Alors un pari qui prend du retard, si on s'autorise à dépasser le temps, oui, forcément ça décale. Si on cut, comme je vous le disais, ce qu'on ne fait pas à chaque fois, hein, pour être tout à fait honnête, il y a quand même des exceptions. Mais si on cut et qu'on s'arrête, du coup, ça a pas de problème, il n'y a pas de problème de planif. Et le plus souvent, il y a un seul pari, enfin, un développeur est dans un seul pari à la fois. Et nos paris prennent 80 à 90% de la bande passante de l'équipe parce qu'après, on ne s'arrête pas de faire de la gestion de prod, de la gestion de bugs, des quick wins, des choses comme ça. Et est-ce que du coup, ta roadmap produit, c'est une liste de paris? Comment tu la définis lorsqu'il s'agit d'un nouveau produit? Bah, donc oui, la roadmap produit, c'est une liste de paris. Donc c'est exactement ça. Donc on parle peu de features, on parle voilà, de problèmes, nous, plus. Souvent, ce qu'on met en avant, c'est un problème. Voilà, je fais le pari de travailler sur ce problème-là, et la solution, bah, elle va être définie dans cette fameuse colline, hein. Donc on a souvent quand même une vague idée de la solution, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une idée ultra précise avant de programmer le truc.
Attends, la dernière question, j'ai déjà oublié. Putain, poisson rouge. Euh, Comment définissez-vous lorsqu'il s'agit d'un nouveau produit, ta roadmap? Bon, c'est à peu près les mêmes outils, quoi. En gros, ça dépend. Les nouveaux produits, ils viennent soit le plus. Enfin, ce qui est mieux, c'est qu'ils viennent euh, d'une opportunité que tu vois dans les comportements de tes utilisateurs. Tu comprends qu'il y a une opportunité, donc tu as quand même un peu de matériel avec lequel travailler. L'autre possibilité, c'est que ce soit un peu plus top-down, quoi, un truc plus de stratégie. On pense que c'est stratégique pour la boîte et de se positionner là, là ou là pour, je ne sais pas quelle raison, pour lever des nouveaux fonds, parce que pour faire parler de nous, j'en sais rien. Et là, c'est pareil, bah, du coup, c'est qui ta probable cible d'utilisateurs, aller les étudier, les questionner, faire du user interview, etc. Bref, prochain webinaire sur la user research. Mais justement, il y a une question là-dessus sur la stratégie globale. En fait, elle est super importante pour évaluer tes paris. Et du coup, à quelle fréquence tu l'as les révisée en fonction des résultats, en fonction de quoi, et avec qui tu révises cette stratégie globale pour voir l'impact sur le produit? Ouais, bah, alors la stratégie globale, c'est vraiment un système de poupée russe. Il y a la stratégie de la compagnie. Donc ça, c'est plutôt fait bah, par le fondateur, etc., etc. Et puis un peu les différents execs, enfin bref. Mais enfin, pas que, quoi. C'est alimenté évidemment du terrain. Euh, de cette strate un peu compagnie, de où est-ce qu'on veut être, à quel niveau de revenus, dans quelle direction et comment on les produit, ces revenus, etc. Il y a aussi après une vision produit, quoi, qui naît en fait de notre connaissance du marché et des utilisateurs et qui permet de se dire voilà le cap vers lequel on veut aller. Maintenant, on sait que c'est un cap et que le chemin ressemblera probablement à ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on est peut-être là à un moment et puis on va changer 1000 fois d'avis, mais l'important, c'est qu'on tire tous dans la même direction. Donc même la product, effectivement, vision, elle va un peu évoluer. Je pense que ce qui est important pour qu'elle marche et qu'on arrive à la produire, c'est de créer les bonnes incentives, donc les bons OKR, les bons objectifs qui clarifient pour tout le monde pourquoi on va vers là et comment. À la limite, même le comment, c'est moins important parce qu'encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver une voie beaucoup plus efficaces pour y arriver, quoi. Et d'ailleurs, tes devs, ils challengent un peu les temps d'investissement décidés par le PM. Il y a un consensus. Comment ça se passe avec les développeurs? Bah, régulièrement, ce que je disais, c'est que du coup, on a une phase. Bah, en fait, quand on fait ce truc-là, donc quand on démarre un pari, le PM, il arrive avec voilà le problème qu'on voudrait tacler, voilà la mesure de succès, donc le niveau d'impact qu'on aimerait avoir. Et voilà le temps que je suis prêt à investir là-dedans. Du coup, on va se poser plein de questions. On va essayer donc, c'est vraiment du prototypage, de l'investigation, terminer les maquettes design, etc. Et quand on arrive là, quand on met en commun, on se dit, OK, je pense que si on fait ce truc-là, on atteint l'objectif donné et est-ce que ça paraît jouable ou pas de le faire dans le temps et donc, oui, bien sûr, les devs souvent vont venir challenger. Ouais. Et Ok. là, peut y avoir une discussion, c'est-à-dire, mais comme une startup qui discute avec un investisseur, quoi. C'est-à-dire que l'investisseur, il a dit, moi, je suis prêt, je me commit sur tant d'argent, puis tu lui parles et tu commences à vraiment définir le comment on y va, et peut-être il va dire, OK, je veux bien mettre une rallonge, OK, mais c'est à ce moment-là, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ce pic-là, la date, elle change plus, quoi. Ok. Et l'utilisation de la data là-dedans avec l'équipe produit, vous demandez à l'équipe data d'analyser de la donnée pour vous, Bah, les deux. Bah, on a une équipe, on a un analyste, ouais, un analyste qui est pas complètement full-time sur cette fonction-là, et il est analyste à la fois pour la branche un peu plus business, quoi, business model, etc., mais aussi du coup produit. Euh, donc on fait appel à la data pour nous aider sur certaines analyses, mais après on fait pas mal d'analyses aussi. Du coup, nous, on a nos données de prod qui sont bon, bah, dans la prod qu'on peut attaquer en SQL avec un database qui sont aussi dans un data warehouse et qui sont accessibles à travers Looker. Et ensuite, on essaie, mais ça, c'est assez encore balbutiant, mais après, on a d'autres outils du type plus Product Analytics, que ce soit Full Story ou Amplitude. Amplitude, aujourd'hui, très honnêtement, on le sous-utilise parce qu'il n'est pas hyper bien paramétré. Et justement, là, on se donne quelques semaines, mois pour le paramétrer correctement et l'utiliser encore mieux, quoi. Mais parce qu'on a une qualité de données qui est vraiment pas dégueu dans nos données de prod en réalité. Ce qui ok. nous manque un peu, c'est les temps ou les behaviors précis des gens. Ça, on l'a moins.
Ok. Allez, on va prendre encore 2 questions et après on avait dit 1 heure, donc faudra arrêter. Mais tu vois, il y a beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Olivier, hein. Est-ce que la méthode BET a pris du temps à être intégrée par ton équipe? Quels points ont pu être compliqués à comprendre et sur quoi il faut mettre l'emphase avec cette méthode-là? Alors, le dites pas à mon équipe, hein, mais un bet, Enregistré, hein. c'est jamais qu'un sprint à taille variable. C'est-à-dire que si je prends le Scrum classique, parce que bah, j'ai le schéma qui est là, mais si je prends le Scrum classique, je fais ce qu'on appelle un sprint planning. Donc j'ai un sprint qui peut faire 1 à 4 semaines. Donc on va dire en moyenne, le plus souvent, c'est 2 semaines. Et donc, du coup, ce qu'on va se dire, c'est souvent, j'espère en tout cas, vous partez d'un problème, d'une problématique que vous voulez régler, vous imaginez une solution avec le designer et peut-être le lead dev, vous commencez à avoir une idée de solution, vous allez faire un backlog des idées et vous allez vous dire, il me faut 1, 2, 3 sprints pour produire cette idée. Et donc, vous faites ce truc-là et vous allez mettre 1, 2, 3 sprints à le produire. Bah, nous, en réalité, ce que j'aimais pas là-dedans, c'est que il y a des cadences fixes, alors qu'il va falloir probablement plusieurs sprints pour arriver au bout de l'idée. Donc, on ne voit pas bien quand est-ce que ça termine nécessairement. Et il n'y a pas cette notion de... Mais, enfin, on part surtout du principe de, voilà le MVP de l'idée, je mets tous les tickets, je les estime tous, ça nous amène là, et ben ok. Enfin, j'ai déjà vu des product managers challenger ouais, non, là c'est trop long, ou je sais pas quoi, mais c'est pas comment dire, embarqué par la méthode. Nous, en gros, ce qu'on dit, c'est comme si on faisait un seul sprint et on choisit la durée, quoi. En fait. Et du coup, le sprint planning, au lieu qu'il ait lieu au tout début, c'est juste que nous, on rend visible cette phase de conception qui est souvent un peu le parent pauvre de la méthode Scrum, en tout cas de mon expérience personnelle. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est le BET, il démarre là, mais il intègre le temps de conception, de questionnement, le temps de scoping, et c'est en fait ce qu'on appelle la réunion de convergence. Je ne l'ai pas appelé un sprint planning, mais c'est la même idée, quoi. C'est ce moment-là où on se commit sur, ben, voilà ce qu'on va vraiment faire. Super intéressant. Allez, dernière question. Désolée, je prends au hasard la dernière. Les brainstorms accompagnent le kick-off. Sont-ils faits uniquement avec les leads quand tu fais les brainstorms en déterminez-vous une liste de paris techniques? Qu'est-ce qui remplace les epics? Bah, les épiques, on appelle juste ça des paris. Le kick-off se fait avec toute l'équipe, hein. Vraiment, quand on démarre le brainstorm, là, c'est vraiment avec toute l'équipe, toute la squad qui va travailler dessus, pas que le lead. Par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on shake, donc un peu en avance de phase, quand nous, on commence à se dire, OK, je pense que le prochain problème sur lequel j'ai envie que mon équipe travaille, c'est celui-là. Là, on essaie quand même de discuter avec des gens de la tech, donc typiquement, souvent le lead. Alors nous, on n'a pas comme on est une petite équipe, on est 15 ingénieurs, et nos squads ont rarement plus de 3 développeurs. On n'a pas vraiment de lead dev par squad, mais on a souvent un senior par squad, qui a un peu une partie des responsabilités d'un lead dev, quoi. Ok. Bon, écoute, malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. C'était la consigne. Écoute, c'était super intéressant. Tu as tout le monde qui te dit merci. C'était hyper inspirant, hyper intéressant, etc. Il y a plein d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on a pris en vidéo cette présentation et ce moment. Donc, on va essayer de la publier le plus vite possible. Et comme ça, pour ceux qui voudront revoir des points, évidemment, moi, je suis à dispo. Olivier, à mon avis aussi. On est sur LinkedIn. Suivez bien Oui, Join Maestro sur LinkedIn. Comme ça, vous avez toutes nos actualités, tous les Eventbrite qu'on fait. Et ça peut vous permettre de comprendre. Et si vous avez quoi que ce soit, je vous mets mon email. Vous pouvez m'écrire directement, Annabelle. ouais. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Et Olivier, de toute façon, tu as été enregistré. Peut-être que tu veux bien partager quelques-unes de tes supports de présentation, quelques-unes de tes slides qu'on Oui, pourra oui, envoyer. non, mais je donnerai toutes les slides, il n'y a pas de problème. Et nous, on a lancé chez Comet, donc pareil, dernière coupure pub, mais on a lancé des office hours parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de rendre à la communauté, etc., pendant cette période. Donc en fait, si vous suivez Johan Lopez, qui est notre CMO, il partage beaucoup de choses sur LinkedIn et notamment, il a partagé il n'y a pas très longtemps, donc il y a une petite appli qui vous permet de booker gratuitement 20 à 30 minutes en fonction des sujets qui vous intéressent, avec moi sur le produit ou des gens de mon équipe, avec des gens RH, avec etc., etc. Donc c'est gratuit, on va le faire encore pendant quelques semaines, je pense. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Eh ben, génial. Merci à tous. Au revoir et bonne soirée sous la pluie pour ceux qui sont à Paris. C'est ça. À bientôt Merci, et on se au voit revoir. mardi prochain pour la user research à 11h30. Salut!